Aujourd'hui, on fait un essai exclusif du tout nouveau Porsche Cayenne et nous sommes les tout premiers à prendre le volant du Porsche Cayenne turbo électrique, probablement la version la plus extrême jamais vue d'un SUV à ce jour. Ouais, carrément. Vous l'avez déjà vu dans cet épisode, l'âme de Léa quitte son corps et on vous montrera quelle fonctionnalité de ce véhicule fait pleurer Léa. Et on vous présentera à la fois la version turbo et la version de base parce que j'ai fait un sondage avant de conduire celle-ci et vous étiez un peu partagés. Certains voulaient voir la turbo, d'autres la version de base. Donc voilà, on fera les deux pour vous. Et en commençant ici par la version turbo, la différence de design se voit d'ailleurs à l'avant. Ici, c'est plus extrême dans le style en gros. Et si vous entrez dans le version de base, elle est un peu plus discrète. On vous dira aussi dans cette review ce qu'il advient du modèle thermique et comment la version électrique se conduit par rapport à lui. Et vous pouvez voir ici, c'est la couleur Uni White, donc le blanc de base. Plus frappant qu'avec le contraste noir et surtout sur la version turbo. C'est Matrix LED d'ailleurs. Il s'agit de Matrix LED HD en option et dans ce cas, elles sont bien de série pour la version turbo. Ici, sans moteur sous le capot, on peut ouvrir le coffre avant très facilement. Il suffit d'appuyer sur son bouton. Ça fait sourire l'IA, je vois. C'est une super fonctionnalité, c'est une super fonctionnalité. Et puis aussi, enfin, ce n'est pas trop long, mais en fait assez large. Donc il ne sert pas seulement à loger le câble de charge, tu peux aussi y mettre d'autres trucs. Et ouais, t'as pas besoin d'un mécanisme de libération supplémentaire pour ça, ni rien. C'est super pratique, bien sûr, de pouvoir l'ouvrir aussi facilement quand tu t'approches du véhicule. Et oui, tu peux aussi l'ouvrir de l'intérieur. Ça, c'est aussi possible. Et l'accélération que tu viens de voir, c'est 2,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, soit 62 miles à l'heure. Et 7,4 secondes, c'est le temps d'accélération. On atteint 200 km/h, soit 125 miles à l'heure. L'IA secoue juste la tête. Et c'est vrai. En fait, tu devrais probablement faire des vérifications avant de remettre ce véhicule, pour être sûr que tu peux le maîtriser, parce que je peux déjà te dire, d'après ce que j'ai vu jusqu'ici, surtout ici en version turbo, c'est vraiment beaucoup trop pour le corps humain. C'est tellement dingue. Et on en découvrira plus dans la partie conduite plus tard. La longueur, 4,99 soit 196 pouces. L'empattement est sensiblement plus long que sur la version thermique équivalente. Nous avons aussi fait une vidéo séparée sur la version thermique. Cette vidéo se concentrera bien sûr uniquement sur la nouvelle version. La version électrique est là, il y a toujours la version thermique et elles rouleront en parallèle. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi regarder la vidéo comparative, jantes 22 pouces. Ce sont les plus grosses. Elles sont aussi dans cette version dorée. J'aimerais bien avoir votre avis. Qu'en pensez-vous de cette version dorée par rapport à la blanche? Et aussi des passages de roue peints ici, ensuite en noir laqué comme un contraste. On a bien la silhouette typique d'un SUV et plus tard, il y aura également une version coupée. On pourra bientôt vous montrer ça aussi. Et il est important de dire que l'arrière est assez différent de celui des modèles à moteur thermique. Je veux dire, le design est vraiment spectaculaire. Et la bande lumineuse traverse tout l'arrière. Là, lettrage Porsche illuminé. Ensuite, badge turbo noir. Par contre, le look du turbo et de la version de base normale est plutôt tranché. Ici, avec cet espace bien précis. Et il y a ces volets en flèche actifs qui sortent par exemple lors d'un launch control. Ouais, on vous a déjà montré genre un aperçu de ça tout au début de la vidéo, extrêmement spectaculaire. C'est aussi un véhicule résolument axé sur la technologie. Et d'abord, côté suspension, la suspension pneumatique est de série, vraiment et bien sûr. En option, le Porsche Active Ride. On l'a aussi monté ici et on va le tester afin de voir un peu comment ça se conduit avec lui. Et puis si vous désactivez certaines fonctions et aussi quand vous prenez une voiture qui ne l'a pas. Donc la version de base ne l'a vraiment pas du tout. Le modèle S et le turbo, eux, l'ont tous les deux en option en fait. Oui, la logique est la suivante. 2,5 secondes d'accélération pour le turbo. Ensuite, on est à 3,8 secondes pour le modèle S. Il est aussi nouveau et le modèle de base affiche 4,8 secondes. Et la Porsche Ectodrive a essentiellement une pompe hydraulique à chaque roue et ensuite elle peut contrer ces mouvements de la voiture.
Donc, genre, la voiture penche sur le côté et le Porsche Active Ride dit à cette pompe «Eh, monte ici» et c'est pareil d'avant en arrière. Tu freines et la voiture s'enfonce un peu, mais ensuite il la remet d'aplomb. Et c'est pour ça qu'elle reste toujours droite. On en parle aussi avec l'IA, comment elle se sent en passagère avec ses fonctions Active Drive sur Active Ride. En fait, c'est Porsche Active Ride. Parfois, tu dis juste Active Drive, hein? Je veux dire, c'est presque la même chose, non? Et aussi la direction de l'essieu arrière, où les roues arrière peuvent tourner dans le sens opposé à celle de devant. Donc toute la technologie embarquée dans ce véhicule. Il dispose d'une batterie nette de 108 kWh et on peut la recharger très rapidement. Mais intéressant, ici la prise de recharge électrique s'ouvre comme ça. C'est le côté passager avec charge AC, 11 kW ou en option 22 kW. Et le truc marrant, c'est que de l'autre côté, il y a la trappe de charge principale. Mais c'est cool de l'avoir des deux côtés parce que parfois tu es à. Genre une borne de recharge AC et tu peux seulement te garer comme ci ou comme ça. C'est la trappe principale. Et elle se referme d'abord de l'autre côté. Et ouais, voilà. Il fallait qu'elle se ferme de l'autre côté, puis elle s'ouvre ici. Et là, en DC, c'est 400 kW au pic. Et bien sûr, il faut la borne de recharge adaptée. On a déjà pu faire un test et on l'a fait de 10% à 80% en moins de 15 minutes. C'est évidemment extrêmement rapide avec cette architecture de charge 800V. Donc oui, on peut recharger facilement cette voiture de façon très rapide. C'est bien sûr plutôt cool. La batterie devrait être suffisamment grande. On vous dira bien sûr à la fin de notre test la consommation réelle en conditions réelles quand on fera simplement de l'autoroute à 1 km/h 60 mm. Et ensuite, on pourra aussi le comparer aux autres concurrents parce qu'une chose est sûre aussi quand on parlera des prix plus tard, surtout pour le turbo ici, parce que c'est très cher. Dans le segment électrique, Porsche ne profite pas de ce halo de marque et de ce genre de hey, on peut vendre à n'importe quel prix, vendre des voitures à n'importe quel prix, quoi. Dans ce segment électrique, les prix sont plus compétitifs et les gens passent plus souvent d'un segment à l'autre et d'une marque à l'autre. Donc la Cayenne électrique sera aussi comparée à d'autres voitures qui sont peut-être légèrement plus petites. Par exemple, sa concurrente directe serait la BMW X5 qui n'est pas encore sortie. Il arrivera probablement plus tard, mais en ce moment, on le compare aussi à la BMW iX3 ou à la Mercedes GLC EQ, etc. Alors qu'ils sont, vous savez, 20 à 30 cm plus courts, environ 20 cm de moins. Alors la question, bien sûr, à la fin de l'essai, c'est Porsche peut-elle encore justifier des prix extrêmement élevés aussi pour ce segment-là? C'est aussi une question très importante à se poser. Et parce que dans notre sondage, 45% voulaient aussi voir la version de base, 55% ont voté pour la turbo. Voici aussi la version de base en Algarve Blue. Tout à l'heure, on vous a déjà montré, pour comparer, la version de base Madeira Gold. Ici, la différence, il serait un peu plus grand et en noir laqué sur le turbo. Ici, il n'est pas en noir laqué et il est un peu plus petit. Celui-ci a aussi la matrice HD d'ailleurs. Et vous pouvez également les obtenir ici avec ces accents Glacier Blue. Donc vous pouvez avoir le HD Matrix Lite en version normale avec les accents Glacier Blue et aussi en version assombrie ou avec une légère teinte. Que nous avons vu par exemple sur le modèle Turbo, celui-ci, l'Algarve Blue comme je l'ai dit. Et on a ouais, un contraste frappant ici, les jantes dorées aussi avec ces inserts aéros. Et pour les tailles des roues, là c'est au fait ça. Je peux pas le dire par cœur. Consultez aussi la description ou le commentaire épinglé. Vous verrez que les roues de 20 pouces sont plus petites pour vous en assurer. Donc des roues de 20 pouces seront le choix le plus aérodynamique et aussi le meilleur pour l'efficacité de manière générale, sans doute. Donc les roues de 20 pouces auront à l'avant 255 mm et à l'arrière 365 mm. Les 21 pouces auront ici, comme on le voit aussi ici, 275 mm à l'avant et 315 à l'arrière. Et ici, les roues de 22 pouces ont la même largeur. À moins que vous n'optiez pour des pneus performance. Et ensuite, vous avez 285 à l'avant et 325 à l'arrière. Porte-clés Porsche classique. Vraiment très sympa. Et ici, poignée de porte classique. Et voilà, c'est tout. Et pourquoi pas, vous savez, donc on n'a pas besoin de poignées encastrées, faites-les juste comme ça et ça va très bien. C'est aussi élégant, non? Puis le son de fermeture de porte, solide. Aussi à l'arrière. Vous pouvez l'avoir en option ici. D'accord? Maintenant, il se referme tout seul.
là, voilà. C'est vraiment très très magique avec la fermeture douce. En allemand d'ailleurs, on dirait littéralement lit, tu vois bien, n'est-ce pas? Closing help, quelque chose comme ça? Ouais, mais soft close sonne aussi cool, non? Et ici, c'est entièrement recouvert. Là, il y a un élément déco. On dirait de la fibre de carbone qu'on sent vraiment au toucher, pas comme finition très brillante. Et c'est beau ici avec cette accent coloré pour les manettes des vitres. Et puis, ils font aussi de jolis clics. À l'intérieur, c'est rigide ici. En bas, c'est juste une garniture en caoutchouc. Ensuite, la plaque de seuil turbo. Et on a aussi l'écusson Turbo Night, ici sur le volant, qui a également de vraies molettes rotatives, par exemple pour le volume et à droite pour piloter les instruments numériques. Et ici, vous pouvez sélectionner les modes de conduite et appuyer dessus pour gagner une bonne centaine de chevaux, légèrement plus de 100 chevauches pendant 10 secondes grâce à ce bouton Push to Pass. Ensuite, les sièges. Ce sont des sièges sport. Ils sont un peu plus marqués juste ici, à cet endroit. Mais le siège confort et les sièges sport, ils ne sont pas tellement différents. Il faut vraiment savoir ce qu'on a ici. C'est juste l'accentuation au niveau des épaules, un peu plus, mais l'assise, la zone osseuse est plus ou moins la même. Et le siège confortable est aussi disponible avec la papita, comme ce motif rétro en tissu. Et c'est plutôt cool. Et la seule solution sans produit d'origine animale, tu aurais aussi le volant en microfibre. C'est celui que je prendrais. Le siège en tissu est aussi plus confortable et est en gros respirant passivement et il donne un peu plus de caractère à la voiture. Et le volant en microfibre, le Rastec, il est aussi plutôt cool. Ici, il y a la commande électrique au bas, avant-arrière, et ici, l'espace pour la tête sur le côté est de 189 6/2 et le joli ciel de toit en microfibre. J'aimerais qu'il propose aussi des sièges en microfibre, car tout le monde n'aime pas ceux en tissu. Je les ai trouvés plutôt sympas, mais dans le monde entier, il devrait aussi proposer, par exemple, un simili-cuir haut de gamme en alternative. Bon, ils ne font pas ça encore, malheureusement. Là, c'est un toit panoramique, on peut quand même l'ouvrir. Et ce qui est particulier ici, c'est que d'habitude, sur toutes les nouvelles voitures électriques, on ne peut pas ouvrir le toit panoramique. Tu peux simplement utiliser ce store numérique, par exemple. Celui-ci offre les deux options. Tu peux l'ouvrir et il possède en plus ce store numérique intéressant avec lequel tu peux le rendre, tu sais, plus invisible ou plus visible. Donc c'est possible dans les deux cas. Voyons voir. Est-ce que celui-ci fait quelque chose aussi? Non. Celui-ci. Ouais, tu peux aussi utiliser l'ouverture à moitié juste là. La seule chose qu'il n'a pas, c'est une espèce d'ombre fixe ou un truc comme ça. La protection contre la chaleur, elle est déjà intégrée au verre, en gros. Ça ne change rien, tu sais, à la chaleur qui entre. C'est plus un truc visuel, si tu l'as comme ça ou comme ça. Bienvenue maintenant dans le cockpit du tout nouveau Cayenne, Cayenne électrique. Le cockpit du modèle à moteur thermique est un peu différent, en fait. On vous montrera ça aussi dans notre épisode comparatif. Et ici, le cockpit est clairement bien défini. Ce qui saute aux yeux ici, c'est surtout l'écran courbé au milieu, et à droite, il y a l'écran passager où l'on peut, par exemple, aussi afficher la vitesse. Mais c'est une option. De base, ce serait juste d'avoir le panneau noir ici. Ouais, et sinon, en option, tu as alors l'écran passager fonctionnel intégré. Et puis aussi des instruments numériques, et ensuite, tu es censé poser ta main ici. Par exemple, tu peux y reposer ta main ou ta paume, tranquillement, comme ça. Et puis, tu peux cliquer sur les parties inférieures, par exemple, et aussi contrôler la molette de volume manuel, et aussi le réglage manuel des températures. J'adore aussi ici, avec le molettage métallique sur le dessus, c'est magnifiquement fait. Le chauffage et la ventilation des sièges sont en bas, l'affichage numérique à côté, facile à commander et d'accès. Alors, l'idée c'est d'avoir cette barre inférieure ici pour reposer votre paume ici. Ça, en fait, c'est plutôt bien, c'est pratique, facile à manier. Et puis, peut-être aussi quand la voiture est en train de rouler et tout, c'est bien. Reculer pour montrer encore une fois cette grande console centrale. L'écran incurvé, je veux dire, oui, je vois la logique. On peut contrôler des trucs ici. Et ensuite, on voit d'autres trucs dans la partie haute. Ça dépend vraiment. Et aussi ici, par exemple, on voit la partie supérieure sur la carte, là. Oui. Et ensuite ici, tu peux aussi contrôler des trucs.
Par contre, quand tu fais défiler quelque chose, ça a bien sûr un peu l'air bizarre. Surtout dans les menus. Ici, encore une fois, je vois bien la logique. Tu peux contrôler le menu, mais tu arrives quand même à apercevoir la carte pendant que tu le fais. D'accord, j'ai compris. Cependant, surtout si tu es ici dans une liste comme celle-ci, où tu peux aussi faire défiler quelque chose vers le haut ou vers le bas. Voyons où, peut-être ici, ou ouais, là, par exemple. Enfin, je ne sais pas trop comment on le verrait à la caméra, mais surtout ce mouvement, quand c'est dans cette zone, tu le regardes et je veux dire, parfois, quand c'est surtout cette inclinaison, tu te dis: «Wow! C'est vraiment pas agréable du tout à regarder, sérieux». Ça n'a tout simplement pas l'air naturel pour l'œil humain, tu vois? Alors, je comprends l'idée de contrôler les éléments en bas tout en pouvant voir la partie du haut. Mais surtout quand tu le contrôles vraiment et que tu fais défiler les choses, je pense que c'est je pense que ça n'a rien à voir avec le fait de s'y habituer. C'est juste, d'une certaine façon, pénible pour les yeux de regarder quelque chose qui bouge dans une zone courbée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est différent. Les écrans incurvés à la maison, moi j'adore. J'ai chez moi des écrans incurvés. Mais la courbure n'est pas vraiment trop prononcée. Et c'est vraiment dans ce format large. Et ça correspond aussi au format de notre œil ici. Mais quand ça défile ici, dans cette courbe extrême, je trouve que c'est quand même un peu trop. Vraiment. Peut-être que ça aurait été mieux si la courbe n'était pas aussi prononcée. Peut-être un peu moins. Alors, qu'en penses-tu? Et ici, cette grande console centrale. Là, elle pourrait être un peu plus douce pour ton coude, quand même. Ah d'accord, je vois. Sans... Donc, je veux dire, c'est aussi vraiment extrêmement dur pour ton coude gauche, en fait. J'aurais pensé que t'aurais genre des coussinets mous pour les coudes si tu veux conduire comme ça, relax. Mais c'est dur à gauche et dur à droite. Et là, je pose plutôt le coude sur cette partie, pas vraiment sur la partie qui est censée être plus molle. Donc, pour conduire détendu comme ça, c'est rien du tout. Ouais, probablement parce que j'ai dit, hey, les conducteurs de Porsche font toujours la course. Donc, tu prends la position de course appropriée ou un truc comme ça pour le volant. Et ensuite, on peut faire reculer celui-ci ici, faire avancer celui-là ici et avoir une immense console centrale à l'avant ici, puis ici. Un tapis de charge inductive avec ce pad magnétique, pour ainsi dire. Ouais, je veux dire, mais la charge inductive fait quand même toujours chauffer le téléphone. Et du coup, je suis plutôt pour la charge par câble. Mais il y a les deux chargeurs USB-C. Et puis encore deux autres USB-C. Du coup, on a quatre chargeurs USB-C ici. Et puis, on a ce compartiment inférieur pour boisson. Et on peut également le sortir. Vraiment complètement. Sans effort. Et vous avez un énorme espace en alternative. Et vous pouvez aussi voir ici, ça et ça. Vous pouvez le retourner. Et ensuite, mettez celui-ci un peu plus haut ici. Ils pourront facilement atteindre les boissons. Si vous souhaitez des bouteilles hautes, mettez-le un peu plus bas. Il s'agit des nouvelles garnitures en tissu des porte-gobelets. On dit que si tu renverses quelque chose, c'est encore pire. Oui, essaye vraiment de ne rien renverser. Très intéressant. Et ici, la boîte à gants, également très lisse. Tu peux y mettre quelques trucs, pourquoi pas, hein? Et aussi tout ce qui est recouvert ici sur le tableau de bord, le chronomètre, les éléments analogiques, on veut qu'ils restent visibles. Bien sûr, une chose ici, passer les rapports P, D, R, Park, Drive, Reverse, et ensuite regardons les instruments. Et ici, la vue du conducteur. Encore une fois, on fait défiler, et vous pouvez par exemple utiliser ce bouton de favori pour désactiver ce truc de la loi UE sur l'alerte sonore de vitesse. Et ici, les instruments numériques, oui, ils sont parfois un peu cachés par le volant, selon sa position. Et vous pouvez aussi régler ce que vous voulez y voir, donc. Oui, tout est véritablement possible, différentes visualisations et tout. Et puis, vous avez un emplacement d'en-tête qui est extrêmement grand, tellement grand que vous pouvez probablement même le voir à l'image. Parfois, il disparaît à la caméra, mais pas pour votre œil. Je peux vous dire, comme de vos propres yeux, que c'est de cette taille, mais vous ne pouvez pas le montrer à la caméra. C'est comme la grande boîte là-bas pour celui-là. Encore une fois, ici avec le chronomètre. C'est juste magnifique quand ça défile. Et ici, l'unité principale d'infodivertissement. Pour vous montrer un peu plus en détail, le chauffage et la ventilation des sièges, juste là, tout simplement. Donc sur l'écran, mais heureusement, la vitesse du ventilateur et l'unité de température. Ah, écoute, juste ça. Clac.
claque, magnifique, j'adore ça. Et aussi ici pour la molette de volume. Ouais, et depuis cette perspective ici avec le... Ça a peut-être encore du sens, tu sais, et tu peux toujours le glisser vers le bas ou vers le haut, par exemple si tu veux l'avoir. Ouais, j'attends tes commentaires sur la vue en écran partagé. Ça me convient tout à fait. Mais comme je l'ai dit, dès que tu as quelque chose qui commence à défiler à l'écran de façon continue, ça peut vraiment poser un sérieux problème. Mais la visualisation en elle-même et la vitesse du système vont très bien, donc c'est complètement OK. Vous pouvez personnaliser tout ça. C'est pareil pour les modes de conduite. Quand vous passez d'un mode à l'autre, tout s'ajuste aussi là. Suspension pneumatique et tout ça. Je fais ça ici aussi en tournant le volant à gauche et à droite. Et l'épicabulaire et l'intégration automatique peuvent sembler bizarres au début, mais ici tu peux aussi faire ça glisser vers le bas et là tu as l'intégration complète. Ici encore une fois, et c'est aussi plutôt sympa, tu peux y afficher tes cartes Waze depuis Apple CarPlay ou Android Auto directement dans les instruments numériques. De même, avec Apple Maps sur CarPlay ou si tu utilises Android Auto, tu peux aussi faire apparaître Google Maps dans les instruments et le système audio Bose en fait. Il est plutôt cool, il a aussi un système surround, c'est vraiment orienté sur les basses avec le réglage des basses. Tu sais, la basse B-A-S-S, réglage des basses, base, c'était plutôt cool, non? Je viens de l'inventer. Et je dirais, je baisserai même un petit peu les basses ici parce que c'est un peu trop agressif, vraiment. Je dirais aussi que le système est vraiment sympa, oui, vraiment agréable et plaisant. Mais en ce moment, je préfère nettement le système Harman Kardon ou le Burmester. Et aussi le Bose Wilkins dans la Volvo, par exemple. Ouais, BMW en a parfois aussi, vraiment. Passons maintenant au siège arrière. D'abord, ici, on peut voir jusqu'où ils vont, jusqu'ici. Et là, on a aussi la vitre feuilletée pour l'arrière. C'est une option, fournie dans un pack avec des vitres teintées et du vitrage feuilleté à l'avant et à l'arrière. Et ici, on peut aussi remonter ses stores électriques. C'est toujours une fonctionnalité super sympa, vraiment. Et à l'intérieur des portes, c'est aussi recouvert ici. À l'arrière, il n'y a que du rigide. C'est marrant, genre le tapis en caoutchouc, mais là en fait, voilà le tapis en caoutchouc. Vraiment une forme intéressante pour la poche de la porte arrière. Oui, à propos de ça. Ensuite, ici, les sièges peuvent aussi se régler électriquement. Ça nous aidera aussi bientôt dans le coffre pour atteindre une position de chargement, parce que ici, on a juste la position basse là, d'avant en arrière. Cela ferait aussi partie de la position de chargement alors. Et la partie du milieu, on peut la rabattre également. Voilà. Le porte-gobelet n'est pas modulable, disponible en plusieurs tailles. Et le confort d'assise ici, très appréciable pour un SUV, même s'il est électrique. L'inclinaison n'est franchement pas mauvaise, tu vois? Alors, tes pieds qui vont assez loin vers le bas, donc tu n'as pas cette étrange inclinaison ou cet angle qu'on a parfois avec les véhicules électriques. Donc c'est vraiment bien assez confortable aussi à l'arrière. Et encore une fois, magnifique. Le ciel de toit en microfibre tout autour, c'est vraiment ce que j'aime. Et la grande console centrale ici avec des molettes physiques, aussi pour le réglage de la température, c'est vraiment sympa. Il y a même des sièges chauffants et ventilés pour les sièges arrière. Et deux ports USB-C, mais bien sûr, toutes ces options sont toujours très chères. Et vous avez vu ici que même si vous pouvez utiliser le siège du milieu, pas le plus confortable, les parties extérieures donnent aussi cette impression de siège coque qui vous enveloppe et vous maintient un peu plus serré. Et ISOFIX à l'extérieur de chaque côté, et l'espace pour la tête ici. De ce côté, c'est fermé, et par rapport au toit vitré, c'est un peu plus que là, avec 189,6 coffre à 550 ou 780 litres. Pourquoi? Laissez-moi vous montrer. Voilà. Et ensuite, on a le cache-bagages manuel ici sur le dessus. Il y a des rails de chaque côté, mais le monter là-haut, c'est parfois un peu plus compliqué en fait. Et ici, on a un bon mètre, 40 pouces de largeur. Celui-ci passe aussi à la verticale. Et puis ici, la longueur, ça dépend en gros. Ici, la longueur normale, c'est aussi environ 1 mètre, soit 40 pouces. Mais là, c'est la position cargo, donc 278 degrés. J'ai fait celle-là plus raide au niveau de l'inclinaison et aussi un peu plus longue. Et puis soudain, il est là, à 1,15 mètres, soit 45 pouces. Du coup, celui-ci est un peu plus souple. Et ces sièges arrière sont, comme on vous l'a montré, électriques. Ça aide aussi pour le coffre ici.
Et la hauteur ici est de 28 pouces, soit 70 centimètres en dessous. Il y a encore un petit peu de place. Oh, regarde ça. En plus, des coussins pour l'appui-tête. Intéressant, je ne savais pas. Donc un peu plus de place en dessous, et tu peux même placer celui-ci ici en dessous. Il y a donc un rangement en plus, un peu profond ici, où tu peux mettre le couvercle juste par-dessous. Et encore plus intéressant, pour les sièges électriques ici, on peut avancer ces sièges électriquement. Et voyons aussi ce que... Voilà, intéressant, celui-ci se rabat directement. Les autres... Oh, ça, comment? C'est moi qui ai fait ça? T'as vu cette synchronisation? Parce que ces sièges ont dû reculer encore plus. Et ouais, en fait, je l'ai appuyé au bon moment. Il y a des gens qui sont contents de certaines choses. Et ici, la longueur, c'est 1,80 ou 72 pouces. Donc ouais, grand coffre, vraiment parfaitement utilisable. Carrément, vraiment. Regarde ça. Regarde ça. C'est aussi une vraie prise électrique. Bien d'en avoir une, non? Et ici, on a aussi l'attelage automatique. Il offre une capacité de remorquage de 3 tonnes. Vraiment, oui. Et si vous choisissez le pack tout-terrain, cela peut même atteindre 3,5 tonnes. C'est pour des raisons réglementaires, parce que, vous savez, en raison des angles d'approche et de départ liés au pack tout-terrain, précisément, donc soit 3, soit 3,5 tonnes, launch control. On va faire quelques virages. Parce qu'on n'a pas seulement ce launch control, on a aussi la suspension pneumatique maintenant réglée sur le registre sportif en mode Sport Plus. Et on a aussi le Porsche Active Ride qui garde la voiture droite, même quand tu prends des enchaînements très serrés. Ouais, rien ne se passe. La voiture, elle reste vraiment bien droite là. Hein. C'est ça l'Active. Je veux dire, on s'attendrait à ce que la voiture penche un peu sur le côté, mais l'Active, avec ses pompes hydrauliques, bosse en fait vraiment contre ça, en réalité. Et ouais, puis il ne se passe rien et c'est vraiment dingue. Donc maintenant, aussi dans le tunnel. Là, on ne peut pas tester le son parce que ça ne changerait rien. Donc maintenant, en mode Sport Dust, le son est amplifié davantage. Vous pouvez aussi la désactiver si vous voulez. Je veux dire. Vous pouvez prendre ces virages ici tellement vite. C'est vraiment dingue. Je veux dire, c'est quand même un gros SUV. On ne le sent pas du tout. C'est dingue. C'est absolument fou. J'ai vraiment hâte de voir comment ça sera plus tard quand tu n'auras plus du tout l'Active Drive et l'Active Ride. J'arrive pas à croire à quel point elle prend bien les virages. Enfin, on sent quand même que c'est un véhicule lourd, un SUV. Une voiture de sport avec une assise basse se comporterait différemment, mais grâce à la technologie des suspensions, ils essaient d'atténuer cet effet de poids au maximum et, comme Léa l'a dit, c'est sans effort. On a plus l'impression d'être peut-être comme dans un jeu Need for Speed ou Gran Turismo et d'être dans un simulateur, mais bon, je veux dire, c'est vraiment comme conduire une voiture dans un simulateur, mais en fait non. Allons rouler avec le modèle de base tout de suite et on prend l'autoroute. Voyons si 4,8 secondes suffisent, pour ainsi dire, ou s'il sous-estime peut-être ce chiffre. Et en plus, celui-ci sans le Porsche Active, c'est bien ça. Voyons donc maintenant comment il se comporte de façon un peu plus précise. Sport Plus, on commence, on peut partir de 30 ou quelque chose comme ça. Allez, on démarre à 30 km maintenant. Entrée sûre sur l'autoroute. Allez, on y va. Petite côte là, allez. 100 et 120. Je veux dire, c'était un peu en montée et c'était plutôt agréable. C'était vraiment rapide. Mais celui-ci donne vraiment l'impression d'être plus en phase avec la voiture, tu vois, non? Donc, ouais, je pense que j'irai en fait 100 parce que c'est quand même... La voiture ne penche pas beaucoup parce que même en mode confort, la suspension pneumatique est... Quand tu fais un changement de voie très rapide, elle ne penche pas du tout, pas du tout. Et elle reste quand même droite. Mais je pense qu'avec le Porsche Active Ride, ça fait juste des mouvements un peu artificiels à cause de ces pompes hydrauliques. Mais c'est encore super impressionnant ce que ça peut faire.
Je dirais que c'est plus plaisant au volant que ça. On a l'impression que c'est plus fluide, du coup j'aime vraiment la version de base ici. Tout est juste mieux aligné. Tu sens? Ouais, c'est intéressant que même Léa en passagère dise qu'on se sent plus en symbiose avec la voiture ici. Et maintenant, parlons d'efficacité, d'autonomie en conditions réelles et aussi du prix. Et ouais, le verdict final, plus en détail, quelle version je choisirais et si je me pencherais sur certains concurrents. Très intéressant. Pour l'efficacité, on l'a quand même mesuré. En conduite sportive, d'un moment à l'autre, tu ne peux pas réellement comparer. Mais genre à 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, tu sais, la vitesse habituelle sur une nationale rapide, pas vraiment l'Allemagne. On peut avoir environ 23 kWh et plus de kilomètres, soit 2,7 miles kWh, comme on l'a constaté avec la Mercedes-Benz GLC EQ. Ce qui est clair, c'est que niveau recharge, c'est le roi ici. La recharge est vraiment ultra rapide. Pour les prix, la version de base commence à un peu plus de 100 000 euros. Donc 105 000 euros est par exemple le prix en Allemagne. Ensuite, 125 000 euros, 126 000 euros pour le modèle S. Et le turbo électrique débute ici à 165 000 euros. Par contre, quand vous le configurez ici maintenant, genre le toit panoramique, 5 000 euros de plus. Les freins céramiques, 10 000 euros de plus. Porsche Active Ride, 8 000 euros de plus. La voiture, telle qu'elle se tient maintenant, vous n'allez pas y croire, elle est à 216 000 euros. Et c'est totalement hors norme. Genre, l'accélération, c'est juste incroyablement trop cher, vraiment, quand même. Donc, c'est vraiment un SUV électrique très extrême. Voilà précisément ce que Porsche a fait ici. Vraiment, dites dans les commentaires si vous avez aimé notre aperçu aujourd'hui. Et maintenant, comparons quelques concurrents. Par exemple, le Mercedes-Benz GLC EQ, plus posé et peut-être plus silencieux et plus doux. Ou la BMW iX3 qui a l'air d'être au top en ce moment. Un peu plus petite, mais quand même, vous savez, ce sont celles qu'on compare en ce moment.